Bonjour à tous. L'histoire exacte de l'évolution humaine reste encore assez méconnue. Comment sont apparues les langues, les outils, le feu ou même le bisou? Nos ancêtres à l'apparence de primates étaient-ils des hommes robustes et forts, comme nous l'ont fait croire les livres d'histoire? Ou peut-être étaient-ils des créatures fragiles et faibles, forcées d'édifier leur intelligence pour survivre dans ces conditions difficiles? Une meute de singes se rassemble dans leur arbre ancestral. Les feuilles de l'arbre sacré frémissent à peine sous le poids des dizaines de singes venus célébrer un événement historique. C'est la naissance du prince héritier. Le roi Siméon, perché sur la plus haute branche, regarde la foule avec fierté. Vladimir, son conseiller de toujours, s'approche discrètement et lui murmure avec gêne qu'il y a un problème. La reine a donné naissance à non pas un, mais 2 fils. Le premier prince singe est si petit et faible qu'il ne pourrait s'occuper de lui-même, tandis que le second est fort et semble en bonne santé. D'ailleurs, la première chose qu'il fait est d'affliger un coup de poing au nez de son père, au grand plaisir de ce dernier. Mais un problème se pose. Comme le petit singe est né en premier, il est légitimement l'héritier direct du trône, ce qui mettrait en péril toute la meute car son peuple a besoin d'un roi fort pour survivre. La sorcière du clan surgit de l'ombre, drapée dans ses haillons et observe le petit, fronçant les sourcils comme pour rogner l'enfant. Elle demande au roi de l'éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Cette créature n'est pas comme nous. C'est une erreur de la nature. Il ne survivra pas. Le roi hésite, puis cède, désireux de conserver sa lignée. Pendant que la reine dort encore, il confie l'enfant fragile à Vladimir avec pour mission de le faire disparaître. À son réveil, la reine, encore épuisée par l'accouchement, rend son dernier souffle sous le poids du chagrin lorsqu'elle apprend que l'un de ses fils n'a pas survécu. Mais le roi Siméon n'a pas le temps de pleurer. Il présente à la meute le prince héritier, fort et en bonne santé, qu'il nomme Vania. Vladimir emmène le singe faible sur une falaise pour le jeter dans la gueule du loup. L'enfant s'agrippe aux mains, lui faisant changer d'avis un instant. Cependant, Vladimir, fidèle au roi, s'efforce d'accomplir sa mission. Mais le destin a d'autres plans. Le bébé s'accroche in extremis à une liane et finit presque dans la gueule du loup. Dans une tentative désespérée, le loup réussit à lui infliger un morsure à la main droite, le faisant hurler de douleur. Épuisé, le loup finit par abandonner, ayant perdu l'une de ses dents coincée par la liane. Un grand singe à l'allure mystérieuse nommé Yann découvre le petit prince accroché à une liane et l'aide à s'en dégager. Pour le distraire, il fait le pitre en éternuant bruyamment avec son large nez et en soufflant des bulles de salive. Le petit est si attachant que Yann décide de l'élever. Quelques années plus tard, le petit singe est maintenant un jeune adulte nommé Edward. Il continue à se déplacer sur le dos d'Ion car son bras qui avait été mordu ne fonctionne plus et reste enfoui dans son pagne. Ils vivent à l'écart des autres singes. Ian a un problème d'élocution, ce qui l'empêche de bien communiquer. Dans leur petite cabane, Edward cherche des fruits qu'il avait cachés dans un trou recouvert de feuilles. Il les réclame à Ian, mais ce dernier prétend ne rien savoir, et une dispute éclate. Edward découvre alors une souris qui essaie de s'enfuir avec le butin. Il tente de l'attraper, mais n'ayant qu'un seul bras, il échoue à plusieurs reprises. C'est alors qu'il remarque la sève d'un arbre et décide de l'utiliser comme piège pour capturer la souris. Mais un bruit de cornes le distrait. C'est le signal du début du cocobal, un sport qu'Ian et Edward adorent. Ian hésite à y aller, car les deux sont souvent discriminés par les autres singes. Mais Edward parvient à le convaincre, et il s'installe sur une branche pour regarder le match à l'abri de tous. Des singes suspendus à des lianes s'échangent une balle, avec pour objectif de la lancer dans la gueule d'un crâne qui sert de but. La balle s'avère être une noix de coco. Vania marque le premier point et reçoit les applaudissements de la foule, admiratrice de son prince. Un autre match commence, mais il est interrompu lorsque Yann tente d'attraper la balle. Edward essaie de l'en empêcher et il tombe lourdement au milieu de la scène. La balle rebondit et se perd dans un trou. Les pirates se mettent en colère contre les deux idiots et semblent prêts à les passer à tabac. Mais Edward réagit rapidement. Il utilise la sève pour récupérer la balle et les singes, pas aussi intelligents, s'attroupent autour de lui, étonnés par sa magie. Vania arrive et arrache la balle des mains d'Edward. Pendant qu'il parle, la sorcière et Vladimir remarquent un petit orteil sur le pied de l'étranger intelligent et se rendent compte qu'il est le fils du roi. Vania n'a pas l'intention de changer les règles et il tente de commencer le match en lançant la noix de coco vers le haut. Mais sa main s'y colle et les autres singes essaient de l'aider à l'enlever. Tout le monde tire dans des directions différentes et la noix de coco vole vers le haut, atterrissant directement sur la tête de Siméon. Vladimir essaie de la retirer, mais arrache au passage une touffe de poils. Le roi, furieux, exige de connaître le coupable qui devra offrir ses poils en remplacement. Sentant que la situation lui échappe, Vladimir arrive chez la sorcière et est effrayé à la vue des crânes à l'entrée de sa demeure. La sorcière lui demande s'il avait accompli sa mission comme convenu quelques années plus tôt et Vladimir confirme qu'il a effectivement abandonné l'enfant au loup au pied de la falaise et n'a aucune idée de comment le garçon a pu survivre à une telle chute.
La sorcière le renvoie, le menaçant de trouver rapidement une solution. Cependant, Vanya, cachée dans l'ombre, a tout entendu de leur discussion et confronte furieusement la sorcière sur la possibilité que le trône lui soit volé. Quand Vanya se calme, la sorcière promet de se débarrasser de l'étranger et utilise sa magie pour attirer des insectes qu'elle a l'intention d'utiliser pour son plan. Edward et Ian sont dans leur nid, discutant d'un milieu plein de vie et de végétation. Sergei et Marcel arrivent sur ordre du roi. Ils annoncent à Edward qu'il a été convoqué par le roi. Sur place, le garçon est accusé de pratiquer la magie. Edward explique une fois de plus qu'il ne s'agit pas de magie, mais de quelques astuces qu'il a découvertes. Il fabrique une couronne avec des feuilles et toute la meute est éblouie à la vue de l'apparence encore plus majestueuse du roi Siméon. En versant de l'eau dans une feuille large, il crée un miroir permettant au roi de voir son reflet pour la première fois. D'abord effrayé par son rival, le roi s'éloigne. Puis il commence à regarder son reflet avec intérêt. Edward crée alors un trône fait de vignes et d'énormes feuilles. Ainsi installé, le roi peut désormais observer paisiblement les confins de son royaume. Mais sa quiétude est de courte durée. Un nuage de sauterelles, invoqué par la sorcière, envahit les lieux. Dans la panique, les vignes du trône se déchirent et Siméon chute de haut. La sorcière accuse Edward d'avoir assassiné le roi et exige qu'il soit châtié. Vanya saisit son frère par le cou et le précipite du haut de la falaise. Ian, témoin de la scène, regarde avec effroi Edward s'écraser au sol, complètement impuissant. Mais Siméon lui-même s'avère être en vie, et il remonte vers la tribu. Il est mécontent que l'inventeur ait été injustement puni. Le roi furieux retourne vers Vladimir qui avait échoué sa tâche. Edward se réveille abasourdi et miraculeusement vivant. Son ami Ian essaie de le faire remonter, mais la liane est trop haute pour Edward qui ne peut se servir que d'un seul bras. Abandonné à lui-même, le garçon se dirige directement dans la savane, où il n'aura pas à utiliser ses membres antérieurs pour se déplacer. Mais la vie n'est pas facile là-bas non plus, car le sol est plein de fossés et d'animaux sauvages. Il aperçoit 2 autruches géantes, hautes comme des tours. L'une d'elles tient par son bec une grappe de raisin, dont l'odeur appétissante attire le singe. Sans réfléchir, Edward bondit et tend la main tentant d'en attraper une. Et dans ce geste maladroit, ses jambes et son dos se dressent le faisant tenir debout pour la première fois. Mais il n'a pas le temps de comprendre cette prouesse. Un grondement terrifiant se fait entendre au loin. Un groupe de loups furieux fonce tout droit vers eux. Paniqué, le trio s'élance dans une fuite éperdue. Tentant d'utiliser ses 2 pieds, le petit singe court d'abord à reculons, le forçant à utiliser une fois de plus son intelligence pour survivre. Il observe minutieusement le déplacement fluide des autruches et tente de les imiter. D'un simple pivot, le singe se lance vers l'avant à une allure encore plus impressionnante que celle des autruches. C'est là qu'on découvre la course à pied. Le trio fonce à travers un vaste champ de rhinocéros massifs, qui les dépasse de justesse. Mais quand les rhinos aperçoivent les loups, ils sont pris de panique et se mettent à courir eux aussi, complètement déchaînés. Edward se retrouve pris au piège, car tous semblent se diriger droit vers l'arbre ancestral. Les rhinocéros se recroquevillent et roulent comme des pierres géantes. Au pied de l'arbre, Edward est sur le point d'être écrasé, mais il est sauvé in extremis par le roi Siméon, dont même la force immense n'arrive pas à contrôler le chaos. Et il finit gravement blessé. Vanya s'approche avec une liane pour l'aider à se relever. Dans un dernier souffle, Siméon révèle à Edward qu'il est son père avant de mourir. Un doute se mêle dans sa tête. Le garçon a toujours vécu comme un paria, et l'idée d'appartenir au sang royal lui paraît complètement improbable. Vanya emporte le corps de son père et prévient Edward de ne même pas envisager à réclamer le trône. Vanya est ainsi couronné roi et renvoie aussitôt Vladimir pour avoir échoué à éliminer Edward, et prend pour conseiller son cousin Sergei qui attendait depuis longtemps son moment de gloire. Arrive alors le moment pour Vanya de choisir une épouse, mais au lieu de cela, il proclame que tous les singes seront désormais à son service et qu'il détient un pouvoir absolu dans sa demeure. À ce moment, une tempête éclate et Vladimir est rejeté par les autres singes et finit dans une tornade ayant emporté d'autres animaux. Edward s'y trouve également et y aperçoit une belle femme, Lucie, dont il tombe sur le coup amoureux. Mais l'étrangère semble très agressive et réfractaire. Edward n'abandonne pas et la poursuit contre vent et marée. Edward apprend à Lucie à marcher debout. Ensemble, ils tiennent enfin sur leurs jambes, affichant encore quelques maladresses. Edward et son élève s'allongent joyeusement par terre, regardant un coucher de soleil pittoresque et le baobab des singes au loin. Ils deviennent amis et Edward parle de sa vie et sa lignée royale à la fille. Lucie se demande pourquoi le garçon vit comme un paria. Dans la rivière de lave, Edward découvre le feu grâce au volcan et expérimente la flamme pour la première fois. Une torche à la main, il s'approche du baobab de sa maison et les singes commencent à se réveiller, paniqués, car ils pensent que le feu est descendu du volcan pour les détruire. Sur ordre de Vanya, les singes s'acharnent et se dressent contre les 2 amis qui sont forcés de prendre la poudre d'escampette. T'as raison, ils sont sympas ta famille. La nuit tombe
et ils doivent maintenant trouver un refuge. Edward parvient à chasser un loup de sa grotte en l'effrayant avec la flamme. Ils s'installent, oubliant un instant la torche. Ils essayent d'éteindre le feu comme des animaux sauvages, ne sachant pas quoi faire avec la flamme maintenant. Edward se ressaisit et arrête la panique, puis invente un foyer, clôturant le danger avec des pierres. Visiblement amoureuse, Lucy observe Edward sauter de douleur après s'être légèrement brûlé. Attendrie, elle s'approche de lui, et c'est ainsi qu'ils inventent le baiser. Autour d'eux, les autres singes contemplent la scène avec fascination, tandis que la lumière du brasier projette leur silhouette géante sur le mur. Peu à peu, la tribu imite leurs gestes. Pendant ce temps, Vanya et la sorcière comprennent que leur influence leur échappe à nouveau. L'arbre ancestral se met alors à gronder avec fureur, et le roi, dans un rugissement menaçant, ramène sa tribu au silence. Ensemble avec le temps, les amoureux apprennent à cueillir, à chasser, et ce loup s'allie finalement à eux, séduit par l'intelligence d'Edward. Pendant ce temps, la faim ronge les singes restés avec Vanya. Un à un, ils quittent l'arbre ancestral, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. La sorcière paniquée invoque l'esprit de l'arbre pour les effrayer, mais un jeune singe nommé Diego découvre la supercherie. Elle tente de tuer le garçon, mais il s'échappe et révèle la vérité à la meute. Révoltés, tous les singes décident de rejoindre Edward et Lucy, convaincus que la vie se trouve en dehors de l'arbre ancestral. Seule Gisela, amoureuse de Vanya, choisit de rester auprès de lui. Lucy, qui n'a toujours pas digéré l'hostilité récente des singes, refuse de les accueillir. Mais Edward, qui attendait depuis longtemps son moment de gloire, réussit à la convaincre, y voyant une occasion parfaite pour faire évoluer son peuple. Vanya et Gisela les regardent avec tristesse. Ils continuent à les observer pendant des mois, tandis que les singes se construisent un nouveau village. Lucy et Edward sont mariés et attendent bientôt un troisième membre dans la famille. Ils décident de donner à leur enfant le prénom de l'ami d'Edward, Yann. La femme tient à le remercier pour avoir sauvé le père de son enfant quelques années plus tôt. Pendant ce temps, la sorcière prépare sa vengeance contre la meute. Lucy se repose à la maison tandis qu'Edward aide le reste du village dans les travaux de construction. Tous les singes marchent désormais sur deux pattes comme Edward. Et il semble que ce dernier n'est plus le seul à user de son intelligence. Le petit Diego a même pu dessiner des images réalistes pour la première fois. Mais leur petit bonheur est vite interrompu par les bestioles de la sorcière, réduisant leur construction à des grains de poussière. Un Sergueï révolté remonte les primates contre la sorcière et le roi Vanya, convaincu qu'ils sont l'auteur de ce drame. Lucy dit à Edward de sauver son frère avant que la foule n'atteigne l'arbre. Edward arrive et tente d'alerter Vanya, mais celui-ci ne répond pas. L'armée de Sergueï débarque et Vanya enfin sort de sa cachette. Les singes promettent de le laisser partir s'il leur donne l'arbre, mais Vanya, trop fier de son statut de roi, ne peut se résoudre à une telle menace. Je t'en propose un autre. Je te laisse ta vie sauve, tu me laisses mon banyan. Les singes commencent à abattre les racines de baobab, et le roi défend farouchement sa maison. Sergueï ordonne aux singes de battre Vanya, mais le roi est trop fort et peut battre n'importe qui en un contre un, obligeant les singes à user du feu pour le maîtriser. Dans le chaos, la flamme s'étend à l'arbre et y met feu. Gisela est en danger de mort, entourée de toutes parts par les flammes. Edward s'accroche à une liane et il attache l'autre extrémité au loup, le forçant à courir dans la direction opposée, le faisant remonter pour sauver la femelle. L'arbre est condamné, mais il veut au moins venir en aide à Vanya, que la tribu frappe à coups de bâton. Soudain, une énorme branche en feu se détache du baobab et s'abat violemment sur Edward. Blessé, il appelle à l'aide, mais la panique s'empare des singes. Terrifiés, ils fuient tous le grand arbre, abandonnant Edward derrière eux. Vanya est le dernier à se lever, et il emmène son frère loin de l'arbre, qui explose, emmenant la sorcière dans l'au-delà. Les frères ne regardent pas l'explosion, échappant de peu à la catastrophe. Plus tard, ils examinent les cendres qui restent de leur maison. Edward s'excuse pour ce qui s'est passé, mais Vanya en prend la responsabilité. Vanya et Edward mettent fin à leurs différends et révèlent leur relation aux singes qui se réjouissent de la fin de la crise. Mais Sergueï raccourcit une fois de plus leur enchantement en leur rappelant qu'ils n'ont plus d'abri ni de nourriture. La panique s'installe et au milieu du chaos, Edward a une révélation en suivant la direction des oiseaux. Personne ne l'entend dans la clameur, alors Vanya aide à attirer l'attention de tout le monde avec un cri intimidant. Ensemble, ils prennent les devants et les singes se transforment en nomades. Leur voyage les conduit vers des forêts verdoyantes, des rivières limpides et des montagnes regorgeant de ressources. Ici, ils retrouvent Yann, qui d'une manière ou d'une autre est arrivé ici avant tout le monde. Lucy regarde les deux amis danser et sourit de joie. Comme toujours, tu trouveras le titre en description. En attendant, partage dans les commentaires si tu as déjà transformé tes manquements et expériences douloureuses en ta faveur. N'oublie pas aussi d'aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne pour que nous te racontions encore plein d'autres histoires.